Quand on est à Gaza, il y a des missiles qui passent au-dessus de notre tête. C'est une vérité, moi je l'ai vu. Opérer dans un environnement aussi dégradé, c'est très dangereux pour nos équipes. Il se passe quelque chose, on ne peut pas sortir. Tout est fait pour que les Gazaouis se retrouvent sans aucune possibilité de répondre à leurs besoins de base. On est complètement dans un génocide. La responsabilité dans la vie, c'est de faire en sorte de donner à ces gens de quoi vivre moins mal. C'est pas possible de tuer des gens par milliers par semaine, dans toute impunité. Alexandre Chatillon, bonjour. Bonjour Antoine Comte. Alexandre, on se retrouve aujourd'hui à Besançon dans un cadre très universitaire puisqu'on est dans l'amphithéâtre Godot sur le campus. On est très content de passer un moment avec vous aujourd'hui. Alors on a beaucoup de questions à vous poser, mais avant ça on va vous présenter rapidement. Alexandre, vous avez 41 ans, vous êtes le fondateur et directeur général de l'organisation non gouvernementale Supernova, une ONG qui depuis 2021 intervient en zone de guerre, notamment en ce moment à Gaza, en Palestine. Aujourd'hui on va s'intéresser à votre activité professionnelle, bien entendu, aux scènes auxquelles vous avez assisté en terrain difficile, mais on va également parler de votre parcours personnel, de votre quotidien d'entrepreneur, de vos doutes et de vos réussites. Avant de commencer, j'ai envie de vous demander, Alexandre, là on est dans un amphithéâtre, loin d'une zone de conflit, pourquoi vous nous avez donné rendez-vous dans ce lieu ? J'ai commencé mes études universitaires à Besançon, dans cet amphi. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Ça veut dire l'émancipation intellectuelle de ce que pensaient mes parents, réfléchir par moi-même, avoir une idée sur le monde, étudier plein de choses différentes. Donc ça, c'est vraiment une raison qui m'est vraiment cœur et chair. J'ai vraiment l'impression d'avoir commencé ma vie d'adulte le jour où je suis rentré à l'université. Et pour moi, l'université, le début, c'est Besançon. Et c'est cet amphi. Voilà pourquoi. Et puis, une raison plus intellectuelle qui est vraiment en lien, c'est-à-dire que l'université, c'est aussi un des lieux du savoir dans le monde. Et pour faire notre métier, il faut savoir réfléchir, il faut savoir penser. Et donc, l'université pour aussi apprendre et apprendre à apprendre. Ouais, le cadre est planté, on l'a compris, des études à Besançon, mais une enfance, votre enfance, qui s'est déroulée dans le Jura, c'est ça ? Exactement. Alors j'ai grandi entre Lons-le-Saunier, Montaigu qui domine, et puis Montmoreau. Une enfance vraiment locale, joueur de foot au RC Lons, ancré avec des études à Lons, à Voiteur, local. Et ce côté, je dirais, humanitaire, presque diplomate que vous avez aujourd'hui dans votre profession, ce besoin de s'investir aussi, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre enfance qui l'a provoqué ? Est-ce que un trait de caractère, des souvenirs qui vous reviennent ? Est-ce que déjà vous y pensiez un peu, étant enfant ? Alors c'est un souvenir de voyage. J'ai la chance d'avoir une maman qui adorait voyager malgré des moyens très modestes. Et j'ai souvenir d'être en Tunisie, d'avoir 6 ans, et sur un site touristique, de voir un enfant qui casse des cailloux et qui vend avec son papa des souvenirs. Et de maman me dire, Alexandre, t'as de la chance, en fait, toi tu vas à l'école. Cet enfant, il va pas à l'école, il aura moins de chance que toi. Et ça, c'est resté en moi pendant longtemps, en me disant qu'on avait de la chance de vivre en France, d'avoir accès à l'éducation. Alors, je suis pas sûr de le verbaliser à l'époque comme ça, mais d'avoir de la chance d'être né dans une famille aimante, où on me poussait pour aller à l'école, à réaliser aussi mes rêves. Et donc, cette chance que moi j'avais, cet enfant semblait ne pas l'avoir. Et ça, c'est le fondement de ce que j'avais envie de faire dans la vie, c'est-à-dire œuvrer pour que tout le monde ait la même chance de faire de leur vie ce qu'ils veulent. Alors, c'est un des éléments de mon parcours, mais c'est le souvenir le plus lointain que j'ai. Ouais, le plus ancien. Donc, on va faire un petit bond dans le temps. Collège, lycée à Lons-le-Saunier. Oui. Vous partez ensuite à la fac ici à Besançon pendant 2 ans, avant d'enchaîner par un master à Lyon en sciences politiques. À l'époque, alors que ça se précisait un peu plus, c'était quoi vos envies à l'époque ? Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Alors, j'ai longtemps hésité entre médecine et relations internationales, diplomatie. Moi, je viens pas d'une famille aisée, donc pour moi, c'était un peu nébuleux. Diplomatie, Nations Unies, c'était un peu la même chose. Et puis, mes résultats scolaires m'ont plutôt poussé à aller faire de la relations internationales que de la médecine. Il fallait être très bon en maths, voilà, c'était pas le cœur de mon savoir. Et donc, arrivé à la fac à Lyon, sciences politiques, relations internationales, passion pour la géopolitique dont j'avais un intérêt déjà avant, passion pour le journalisme, pour les médias, et donc tout ça m'a conduit à avoir envie d'international, de géopolitique. Et quand on réfléchit en fait à ce qu'on peut faire après, il y a la diplomatie, il y a le travail humanitaire. Et à l'époque, en sortant de l'université, j'avais plutôt envie de faire de la diplomatie.
Ouais. Donc dans un coin de la tête, le job de rêve, c'était quoi? C'était aux Nations Unies, par exemple? Ouais, le job de rêve, c'était Nations Unies, c'était diplomate. Et puis, en fait, pour être diplomate, il faut passer des concours, il faut parler 3 langues. Bon, à l'époque, je parlais français, à peu près bien, et un peu anglais, et puis rien d'autre. Ouais, parce que après votre master, c'est ça, vous partez dans une entreprise privée spécialisée dans le matériel informatique, pas du tout de la diplomatie. Est-ce que c'était un choix contraint? Est-ce que ça vous a marqué une forme de déception? Expliquez-nous. Alors, c'est plutôt un choix d'opportunité. Donc, je finis mes études en 2006. On est dans une période où il va y avoir la crise subprime, le marché se tend. J'ai pas de réseau puisque je viens d'une famille plutôt modeste au départ. Et donc, je cherche un travail. Je fais mon stage dans une grande boîte à Lyon qui ne rembauchait pas derrière. Et donc, je trouve par réseau ce job d'une petite PME lyonnaise qui a des filiales en Afrique et qui me propose de rejoindre ce groupe avec une 50aine de salariés en France, une 50aine en Afrique. Et là, ça me donne l'opportunité de partir. Alors, c'était pas du tout bien payé. Je faisais un job qui était plutôt un job de commercial plutôt qu'un job dans le champ de ce que j'avais appris. Mais je passais la plupart de mon temps en Afrique subsaharienne et donc ça m'a permis de découvrir le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la culture africaine, francophone et anglophone, le Nigeria, le Ghana. Ça m'a appris à développer l'anglais et c'était pour ça très instructif. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait en fait que je reste pas dans ce secteur-là parce que ça allait teinter toute ma carrière et donc il fallait que je trouve une option. Ouais. Dans un coin de la tête, il y avait toujours ce rêve de diplomatie. Toujours. Il y a toujours eu l'envie un peu furieuse d'aller vers ce secteur-là et de systématiquement réfléchir à comment le faire. Et comment ça s'est décanté? Est-ce qu'il y a eu un élément qui a fait que vous êtes entré du coup dans ce monde-là? Alors c'est comme bien souvent dans la vie, hein, c'est le réseau, une ancienne prof, alors on revient à ce monde universitaire, mais cette fois de Lyon, une ancienne prof d'université qui travaille aux Nations Unies et avec qui j'avais pas perdu contact, une prof qui vient du Jura, et on avait tissé un petit lien parce qu'elle venait du Jura, moi aussi. Réseau franc-comtois. Le réseau franc-comtois, et ça marche. Et donc cette prof me dit, au bout d'un moment, j'ai une opportunité pour toi, viens travailler aux Nations Unies, un de mes collègues cherche un francophone pour aider à l'Organisation mondiale du commerce. Et par contre, c'est pas payé, c'est un stage. Alors moi, j'ai à cette époque-là 27 ans, ça fait déjà 3 ans que je travaille, je suis installé avec une copine, mais j'hésite pas une seule seconde. Je me fais licencier, je touche le chômage pendant quelques mois et je vais faire ce stage non payé à Genève, dans l'une des villes les plus chères du monde, où je gagnais 700 € par mois. Mais c'est pas grave, je tente ma chance et j'arrive à Genève et je travaille aux Nations Unies avec une immense fierté. C'était comment le quotidien là? C'était économiquement un peu difficile, mais ça n'a pas d'importance, puisque quand en tout cas c'est ce que moi je peux retenir de mon expérience, hein, c'est que quand on a un rêve, c'est pas grave si c'est dur, et c'est souvent pas facile, mais on y va. Et c'était aussi déceptif, c'est-à-dire aussi difficile. C'est-à-dire que j'avais sûrement suridéalisé ce que c'était que de travailler aux Nations Unies, à Genève, sauver le monde, avec des gens d'une intelligence folle, des diplômes incroyables, ils sont payés 15 000 $ par mois. Et finalement, j'arrive dans une mentalité de fonctionnaire, des gens qui travaillent de 9h30 à 17h et qui font principalement des rapports. Et je tape des rapports, des analyses, des rapports. C'était à des années-lumière de ce que je pensais être la diplomatie. Alors il y avait évidemment moi, mon côté idéal de jeune qui avait envie de changer le monde. Et puis il y a un côté implacable de la diplomatie internationale qui est finalement une énorme administration. Donc petite voire grosse déception. Et vous disiez aussi que c'était pas simple pour un gars du Jura d'arriver là, notamment par rapport à la pratique de l'anglais. Ouais. Expliquez-nous, vous avez senti vraiment un écart? Alors j'ai senti un écart de tout, c'est-à-dire alors que j'avais fait un master, alors que je commençais à parler anglais, on arrive dans un monde où tout le monde est au minimum bilingue. C'est-à-dire pas parler anglais pour commander au restaurant, je parle bilingue, j'écris des rapports de 50 pages. Et donc moi je suis parachuté dans ce système où je dois faire semblant les premières semaines de parler anglais tout le temps. Et évidemment on peut pas faire illusion toute sa vie. Et donc là j'ai un groupe de copains qui se constitue. Et je deviens un peu le Français qui sait pas parler anglais. Et évidemment, dans les Nations Unies, on se moque un peu, dans ce concert des nations, on se moque toujours un peu des Français parce qu'ils ont toujours un accent très prononcé. Et du coup, là, je décide de bosser. Et là, je me dis, en fait, je peux pas être la risée, je viens de rentrer, je peux pas me faire exclure de ce monde parce que je parle pas suffisamment anglais. Donc là, je travaille le soir, je regarde des vidéos, je travaille ma prononciation devant le miroir. À l'époque, je faisais beaucoup de sport, ça se voit plus, mais je faisais beaucoup de sport et j'avais mes écouteurs et je pratiquais mon
anglais. Ça, c'est la première des différences. Puis il y a une différence culturelle aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où tous les gens ont des diplômes Harvard, Columbia, MIT. Donc, ce sont des gens qui ont des doctorats, qui ont vraiment des études très poussées. Et moi, je suis un petit gars de la campagne. En fait, j'ai beau avoir un Master 2 de l'Université de Lyon et de passer par cette fabuleuse université de Besançon. J'ai pas tous les codes. J'ai pas tous les codes de la diplomatie, très protocolaire. J'ai pas tous les codes intellectuels. Donc, il y a une sorte de ce qu'on appelle en sociologie de gap culturel. Et donc, du coup, là aussi, je dois travailler. Je dois apprendre rapidement comment on parle, ce qu'on dit, et pas que dans la langue, mais aussi dans la façon de parler. Ouais. Et vous accomplissez quand même un premier objectif, parce que vous êtes rentré aux Nations Unies, c'était quand même, vous l'avez dit, un rêve avant. Vous arrivez ensuite, après votre stage, à décrocher un contrat, puis un deuxième, des petits contrats, plusieurs suivront, mais vous dites c'était toujours dans une ambiance difficile, beaucoup de compétition pour les postes, beaucoup de népotisme, c'est ça? C'est tout à fait ça, c'est à la fois très précaire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Nations Unies étant toujours en tension budgétaire, ne recrutaient plus de staff, donc recrutaient des consultants, donc on est consultant, donc on est très bien payé. Moi, mon premier salaire, après 1 an à avoir travaillé gratuitement, mon premier salaire, c'était $6 000 américains, donc ça fait par mois. 5 500 € par mois, ouais. Donc c'était colossal, j'avais rien, puis tout d'un coup, on me donne 5 500 €, puis en plus, il se trouve que le premier contrat, c'était un contrat de 6 mois, et on m'avait payé la moitié de ce contrat au début. Donc j'arrive, j'ai rien, et puis on me donne 35 000 $. Ouais, j'ai trouvé ça incroyable. Bref, et dans cet environnement-là, les postes sont chers, pas beaucoup de budget, et donc il y a une compétition très acharnée pour l'obtention de postes. Et du coup, nous, jeunes, à l'époque, moi j'avais 27 ans, il y a plein de staff qui me repèrent et qui me disent « Ah tiens, tu voudrais pas travailler avec moi sur ce projet-là, je peux pas te payer maintenant, mais tu auras un contrat plus long après. » Et donc on travaille gratuitement pendant un moment, et puis il y a évidemment jamais de contrat qui arrive. Et de cette expérience assez douloureuse de travailler les week-ends, le soir, faire des notes, des projets, ingérer. Parce que je vous ai pas demandé, mais c'était quoi vos missions? Alors, aux Nations Unies, la première mission, c'était de conseiller des ambassadeurs africains dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, je les conseillais à mieux négocier leurs accords commerciaux avec les autres États. Et puis ensuite, j'ai assez rapidement translaté vers une autre organisation qui s'appelle la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Et là, pendant 3 ans, j'avais un portefeuille de projets où j'accompagnais les PME, donc les petites et moyennes entreprises marocaines, tunisiennes, algériennes, dans leur formalisation. Alors, c'est un peu du jargon, mais disons que dans ces pays-là, il y a plein d'entreprises qui fonctionnent et qui ne sont pas enregistrées auprès de l'URSSAF, auprès de l'État, et donc qui ne peuvent pas bénéficier en retour de la sécurité sociale et d'autres services de l'État. Et donc, mon job, c'était d'aller les aider à s'enregistrer, de mettre en place des programmes pour faciliter l'enregistrement. Okay. Donc c'est un peu technique, mais en tout cas, pendant 3 ans, je fais ce travail-là, et j'en finis avec la conviction de dire que jamais dans ma vie, quand je serai en position de recruter, je ferai travailler les gens gratuitement. Et ça, c'est vraiment une de mes maximes. Jamais personne ne travaille avec moi sans être payé. Ouais, et vous avez dit qu'après cette phase de contrat aux Nations Unies, vous êtes vous-même posé la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie, quoi? J'en suis arrivé à la conclusion que je n'avais pas envie de faire ça toute ma vie, que la succession des contrats courts était pénible, puisqu'on en arrivait avec des contrats d'1 mois, 3 semaines, 1 mois, et donc pas savoir ce qu'on fait d'un mois vers l'autre, c'est quand même assez pénible. Et puis la nature du job, assez administrative, me plaisait moins. J'avais envie de plus de terrain, j'avais envie d'être un peu plus actif. Donc je sais, aujourd'hui à 41 ans, que les Nations Unies, en tout cas un poste à Genève aux Nations Unies opérationnel, c'est pas pour moi, c'est pas ce que je veux. Ouais. Donc au bout de 4 ans de petits contrats aux Nations Unies, vous quittez Genève, exactement, direction Paris. Vous sortez d'une grande instance, mais vous partez dans d'autres grandes instances. Vous aviez dit que vous étiez un peu déçu. Pourquoi être reparti à l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est l'OCDE. Après, il y a eu Expertise France, c'était l'Agence française d'expertise technique internationale. Beaucoup d'acronymes, beaucoup de noms compliqués. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Ce que je voulais, alors il y a déjà une question économique, c'est-à-dire que le secteur dans lequel on est n'est pas un secteur avec une force de recrutement énorme, et donc il faut trouver un travail, il faut manger. J'ai trouvé un contrat à l'OCDE que j'étais très content d'avoir, avec des gens sympas, et donc il faut manger, contrat, travail. Donc pendant 1 an, je travaillais à l'OCDE. Puis ensuite, après, j'avais toujours en tête cette idée de travailler pour la France. Une fois que je suis à Paris, je commence à comprendre comment fonctionne l'aide internationale, la solidarité internationale de la France. Et à cette époque-là, se crée Expertise France, qui est une agence publique maintenant qui est très grosse, et dont le job, c'est de mettre en place des projets d'aide dans les pays en développement. Et là, je me dis, en fait, c'est ma chance, c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais à la fois travailler pour la France, et à la fois, je travaille pour une petite organisation, puisqu'au départ, c'était petit, ça dépendait du ministère des Affaires étrangères. Et c'était un pas pour moi
dans la diplomatie, sans avoir à passer ce concours dont je parlais un peu avant, qui est un peu difficile. Il faut parler 3 langues couramment. C'était pas mon cas. Et donc, c'était un peu mon passeport vers la diplomatie. Et c'est la raison pour laquelle je rejoins cette agence. Ouais. Et comment ça se passe? Vous êtes chargé très tôt de mission en Libye. Exactement. Alors, je suis recruté pour gérer un projet en Libye. Il se trouve que mon parcours avant faisait que j'avais déjà travaillé dans des pays un peu difficiles, dans des pays en guerre. Je travaillais en Côte d'Ivoire au moment de la guerre en 2007-2008. Et donc, cette agence me recrute pour la Libye. Ils n'avaient pas beaucoup de candidats. C'était un moment en 2014 où la Libye était déjà dans une guerre civile. Je parlais anglais, je connaissais maintenant comment fonctionnaient les organisations internationales, notamment ceux qui finançaient ce projet-là. Donc je suis recruté et puis au bout de 2 ans à Paris, les activités se développent, on m'envoie sur le terrain et je pilote, j'ouvre le bureau en Libye. Je suis basé à Tunis, mais j'ouvre le bureau en Libye et je suis basé à l'intérieur de l'ambassade de France en Tunisie. Et là, ça marche très bien puisqu'on on est une des premières agences à être sur place. On fait plein de projets hyper enthousiasmants pour la jeunesse en Libye. On monte des incubateurs, c'est-à-dire des lieux pour accueillir les jeunes afin de monter leur business. Ça leur permet de pas être dans les milices. On monte une institution de microfinance pour aider les tout petits entrepreneurs à démarrer leurs petits projets. Ça n'existait pas, c'était la première. Et donc moi, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, quand je retourne à Tripoli, je rencontre des gens qui ont bénéficié de ces petits financements et qui ont amélioré substantiellement leur vie grâce à cette institution de microfinance. Et puis plein d'autres projets sur place. Et ça me donne une vraie compréhension du monde diplomatique. Comment fonctionne une ambassade, comment ça fonctionne entre les ambassades, avec les différents bailleurs qui nous financent, c'est-à-dire l'Union européenne, les Nations unies. Donc là, je me retrouve un peu au carrefour, je suis directeur pays, donc j'ai un poste important pour mon organisation, je suis plutôt apprécié, et ça, c'est vraiment un accélérateur dans ma carrière. Et donc, qu'est-ce qui fait, quand même, on sent que vous avez aimé ce travail, qu'est-ce qui fait qu'en 2021, vous voulez créer Supernova? Qu'est-ce qui fait que vous voulez fonder vous-même votre ONG? Alors j'ai une vraie envie d'entrepreneuriat. J'aide des entreprises, des entrepreneurs depuis 10 ans dans le monde, dans des pays en développement, sans moi-même avoir été entrepreneur. Il y a un petit côté manque d'honnêteté intellectuelle quand on va dire aux gens il faut s'enregistrer, tiens tu veux monter ton business, il faut faire comme ça, sans l'avoir fait soi-même. Donc je me dis ça correspond à ma nature, ça correspond aussi au cœur de mon métier, c'est-à-dire aider les jeunes, les entreprises dans les pays en développement. Et puis je suis aussi, à un moment donné, je finis mon cycle en Libye, on me propose un poste en Algérie avec un gros portefeuille de projets. Et puis j'ai aussi envie de sortir de ce système où Expertise France, qui est une très belle agence, est devenue très grosse et avec moins de liberté d'opération. Je crois que j'ai plutôt envie de liberté. C'est peut-être un peu une crise de la quarantaine, un peu avant, vers les 38 ans. Et je me dis, en fait, c'est le moment, essayons de lancer quelque chose et on voit si ça fonctionne. Il se trouve que j'étais bien engagé en Libye et que j'avais un beau réseau et plusieurs de mes partenaires financiers de l'époque avaient envie de me faire confiance sur le lancement de Supernova. Et donc, j'ai assez rapidement eu des financements pour financer nos initiatives. Ouais, parce qu'entre y penser et le faire, il y a quand même un gap. Ouais. Comment vous avez fait, vous? Est-ce qu'il y a eu des doutes? Est-ce qu'une idée, forcément, quand on lance quelque chose à soi, on n'en devient pas l'unique responsable, mais on porte le projet. Comment vous avez fait pour les financements? Fallait demander à des institutions, c'était l'Union européenne? Expliquez-nous. Alors, comme dans tous les projets, moi, ce que je conseille toujours, c'est de commencer petit, puis de grossir. Si on a l'idée qu'on va déjà faire 70 millions d'euros sur une première année, c'est rarement faisable. Alors, moi, j'ai eu la chance dans le lancement, et c'est aussi l'avantage d'entreprendre un peu plus tard dans le temps que quand on a 20 ans. C'est-à-dire que j'avais déjà un réseau, j'avais des partenaires qui avaient envie de travailler avec moi, donc c'est l'Union européenne, c'est le ministère des Affaires étrangères français qui avait envie de porter un projet sur la réintégration d'anciens combattants. Ce projet n'intéressait pas l'agence pour laquelle je travaillais, donc c'était l'occasion tout de suite de monter une structure et de recevoir du financement. Donc j'ai commencé la première année avec 700 000 euros de projets et d'activités. Et donc là, je suis allé donc tout seul, avec mon bâton de pèlerin, avec des gens que j'ai recrutés avec moi, mais à Misrata, une ville portuaire de Tripoli, une ville dans les montagnes aussi, Zintan. Et je suis allé pour essayer de mettre en place ce projet moi-même. Alors c'était pas simple, pas tant sur l'aspect économique, puisque j'avais déjà sécurisé un contrat et d'autres partenaires voulaient me donner des projets pour les années suivantes. Donc, j'étais pas en souci sur les questions économiques, même si aujourd'hui, maintenant qu'on est plus gros, c'était un souci du quotidien. Mais à l'époque, ça l'était moins. Mais c'était plutôt, quand on lance quelque chose, souvent, on prend ce que les autres ne veulent pas. Et ce projet-là de réintégration d'anciens combattants dans un pays qui, en 2021, est toujours aux mains des milices libyennes, c'est pas simple. Et donc, il faut aller négocier avec des chefs de milice pour dire, tiens, t'as des gars qui veulent sortir de tes rangs. Moi, ce que je peux faire, c'est que plutôt que de les laisser chez eux, je peux leur proposer un programme. Et puis, comme ça, ils peuvent avoir un travail. Et puis, ils peuvent se construire un avenir. Et ça, c'est pas simple. Et donc, c'était plus sport
de mettre en œuvre un projet sur lequel il y avait des préconçus sur la France qu'au quotidien. Paradoxalement, c'est ce que je reprends l'idée d'avant, c'est que c'est plus difficile aujourd'hui où maintenant on est un peu plus d'une centaine, on est présent dans plusieurs pays. C'est plus dur de m'assurer qu'il y ait du financement pour tous nos projets, toutes nos ambitions, que ça ne l'était il y a 4 ans. Et parce que Supernova a donc été créé. Quelle ambition il y avait derrière? Parce que des ONG qui interviennent en terrain de conflit, il y en a beaucoup. Ouais. Vous, quel était votre but? Alors, le mandat de Supernova, c'est d'abord et avant tout d'aider les jeunes à sortir des cycles de violence et des cercles vicieux dans les pays en conflit. Donc, mon ambition, c'était de proposer à ces jeunes, en tout cas aux bailleurs qui nous financent, des projets pour que ces jeunes aient autre chose à faire que de prendre les armes pour se battre. Et donc, c'est le cœur de mon engagement et c'est autour de ça que j'ai eu des premiers financements. Avec l'idée que je ne pouvais pas faire ça que en Libye. Il fallait, pour être plus résilient, être plus gros. Et donc, on a, grâce à un soutien du ministère des Affaires étrangères français, dupliqué nos projets d'abord au Yémen, puis ensuite à Gaza, puis au Soudan, puis aujourd'hui, on est aussi à Mayotte, et toujours avec une base très importante en Libye. Et le deuxième élément, c'est que, au-delà de diversifier les géographies d'intervention, il fallait aussi diversifier la technicité de notre métier. C'est-à-dire faire uniquement de la jeunesse dans les pays en conflit, c'est un peu trop étroit pour pouvoir exister dans le long terme. Et pour ne pas avoir une structure qui dépend uniquement de moi, il faut avoir plusieurs thématiques, avoir des financements plus importants. Et donc maintenant, on fait de la santé. Et on était notamment à Mayotte. Après Chido, là, en fin d'année dernière, on a un hôpital de campagne pendant 3 mois à Mayotte. Ouais, donc on a compris beaucoup de terrains d'intervention. Et vous, votre quotidien de directeur général, qu'est-ce que vous faites en fait de vos journées? Vous vous considérez, j'ai compris, comme un chef d'entreprise? Est-ce que vous faites du terrain? Est-ce que c'est quand même beaucoup de démarchage pour avoir des subventions pour pouvoir agir? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis un chef d'entreprise avec une mission sans intérêt, c'est-à-dire sans but lucratif. Mon ambition, c'est pas du tout de toute façon, c'est pas possible. Hein, on verse pas de dividendes, on est une ONG. Mais comme peut-être peu de gens le savent, mais une ONG, ça doit être à l'équilibre financier. Et donc, je dois veiller à ce que j'ai autant de ressources que de dépenses. Et donc, plus je veux aider de gens, plus il faut que je lève des financements. Donc ça, c'est mon job, c'est évidemment piloter mon organisation financièrement évidemment, mais il faut que je lève des financements, il faut que j'identifie des projets, que j'ingénierie des projets. Et donc, quand Bachar el-Assad quitte le pays en Syrie le 10 décembre, ben le 11, moi je suis sur le terrain. Je suis là le lendemain et je vois avec les forces nationales syriennes ce qu'on peut faire pour aider. Et ensuite, ayant compris le besoin exprimé par les locaux, eh ben, je vais voir des bailleurs en disant on peut faire ça avec un telle personne. Mon job, c'est tous les jours des choses différentes, mais ça s'articule autour de 3 grands piliers. Le premier, c'est identifier des projets pour chercher des financements. C'est contrôler mon organisation pour faire en sorte que notre organisation dépense l'argent de façon intelligente et pour faire de l'impact positif. Et puis ensuite, c'est de faire savoir ce qu'on fait à travers notamment de belles discussions avec vous. Et donc derrière tout ça, il y a des enjeux, il y a des financements, il doit y avoir forcément un contrôle de ce qui est fait de cet argent. Est-ce que tout ça, des terrains de conflit aussi, des fois des mesures de sécurité à prendre, c'est beaucoup de stress au quotidien ou pas? Alors ouais, toute la barbe blanche que j'ai là, ça vient pas d'un âge très avancé, ça vient sûrement du stress de mes opérations. Blague à part, effectivement, il y a beaucoup de stress. Il y a un contrôle très fort qui nous est imposé pour vérifier que l'argent va être bien utilisé. Sur le papier, c'est tout à fait normal, c'est le minimum qu'on doit. Sauf que le volume de contrôle qu'on a, ça représente à peu près 30% de notre temps de travail. Du temps de travail de mon organisation, du temps des budgets donc. Donc ça veut dire qu'il y a 30% de contrôle, de budget qu'on passe à contrôler ce qu'on fait, pour être sûr qu'on ait bien respecté toutes les procédures financières, par exemple. Bon, je pense que, collectivement, on peut trouver des façons plus intelligentes pour dépenser moins d'argent et moins de temps, et utiliser cet argent pour aider plus de personnes. Mais à part ça, c'est effectivement beaucoup de responsabilités, on a des staffs internationaux et nationaux qui sont sur des zones de crise. Quand on est à Gaza, il y a des missiles qui passent au-dessus de notre tête, c'est une vérité, moi je l'ai vu. Et donc c'est effectivement beaucoup de stress. Moi je fais environ 2 semaines sur le terrain et 2 semaines à Paris par mois. Et comment on coordonne tout ça avec une vie personnelle? On parle aussi de terrain de guerre. Est-ce que c'est facile d'en parler à sa famille? Vous mettez au point des choses au niveau de la vie personnelle pour arriver à avoir une balance ou pas? Alors ouais, j'ai 3 enfants
qui sont petits mais à qui je parle et je dis ce que je fais. Puis j'ai surtout une épouse incroyable qui m'accompagne dans notre projet, dans mon projet entrepreneurial et dans mon projet social. Alors elle vient de notre secteur, elle comprend, elle sait aussi que je suis pas une tête brûlée. De toute façon, on ne peut pas faire ce métier si on est une tête brûlée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place des mécanismes de contingence quand il y a des problèmes sécuritaires. Donc si on va par exemple à Gaza, il y a un système d'information systématique d'où on est. On a un système de ce qu'on appelle un peu en langage technique dans notre domaine de déconfliction, c'est-à-dire que on a un bureau à Gaza et on a une plateforme qui est mise en place par les Nations Unies sur laquelle on peut positionner notre maison et on informe les Israéliens d'où est notre maison et de quels sont nos trajets au quotidien pour qu'ils ne tapent pas sur nos installations et ce qu'on appelle dans notre jargon nos emprises. Bon, donc ça c'est un système qui fonctionne relativement bien et qui nous empêche de façon globale d'être trop visés. Voilà. Il y a des zones qui sont très dangereuses, il y a des zones sur lesquelles le risque il est plus maîtrisé. La Libye, par exemple, les internationaux ne sont pas visés. Donc, on met en place un plan de sécurité, on a un directeur de sécurité, et puis j'en parle à mon épouse, et on met en place des systèmes de contrôle réguliers. Par exemple, là, quand je suis à Gaza, j'ai un système où toutes les 2 heures, je dois dire, je suis en vie, je suis là, tout va bien. Voilà. Et quand je suis dans des zones où il n'y a pas Internet, on a des petits outils satellitaires, on a des petits appareils satellitaires, et on appuie sur un bouton, et ça envoie notre localisation, et ça dit tout va bien. Justement, là, on commence à parler des missions. On a vu Gaza, on a vu la Libye. J'aimerais vous poser 3 questions rapides et avec des réponses courtes, si possible. Est-ce qu'il y a un moment, sur le terrain, un moment qui vous a particulièrement choqué, dont vous vous souvenez? Gaza, 2 fois l'année dernière. Des bombes au-dessus. Je suis en appel satellitaire avec mon épouse sur le toit pour dire tout va bien. Il y a un missile qui passe au-dessus de ma tête. Alors les missiles, ça va trop vite, on les voit pas, hein, mais on sent le missile passer. Tout tremble. Voilà. Gaza, de loin, le pire. Un moment où vous vous êtes senti impuissant? Tous les pays dans lesquels je vais, tous, il y a toujours un moment où je me sens impuissant. Parce que le niveau de besoin, que ce soit Gaza, que ce soit le Yémen, même Mayotte après Chido, le niveau de besoin est colossal. Puis après, je regarde derrière moi, puis je vois nos équipes et toutes les équipes de toutes les autres organisations, des services de l'État pour Chido, se mettre en place. Et là, je me dis que on peut faire la différence. Ouais. Gaza, j'aimerais aussi revenir avec vous. Expliquez-nous, on a compris que vous y êtes intervenu, vous y êtes toujours. Combien de fois vous y êtes allé depuis octobre 2023 ? Alors, je suis allé 2 fois, en mars et en juillet l'année dernière, et j'y suis retourné en mars 2025, et puis au dernier moment, dernier checkpoint, les autorités israéliennes ont viré 2-3 organisations de façon aléatoire, et dont je faisais partie. Ouais. Et là, depuis, je ne peux plus y aller. J'en profite, vous étiez sur le terrain, il y a une notion qui est débattue. Est-ce qu'à Gaza, on a affaire à un génocide ou pas ? Tout à fait. Sans aucun appel. Alors on peut discuter des termes juridiques, mais la Convention de Genève, qui est une des conventions sur lesquelles on peut s'appuyer pour discuter de ça, et ensuite le traité de Rome plus tard, définit des critères, déplacement d'une population, on vise une population particulière en fonction de son origine. On est complètement dans un génocide. Ouais. Et décrivez-nous, j'ai lu que vous disiez que la mort là-bas était omniprésente. Qu'est-ce que vous voyez là-bas ? Quel était en fait le quotidien des Gazaouis ? Dites-nous à quoi vous avez assisté. Alors, ce qu'on voit physiquement, c'est quand même un film hollywoodien de fin de vie. Donc, on imagine les buildings qui sont totalement éventrés, c'est totalement ça. Tous les bâtiments sont par terre, voilà. Et on voit des enfants qui jouent dedans. On voit ça. Et on voit des tentes, Keshua, et des tentes plus grosses, des tentes exprès pour ça, par milliers sur la plage et autour, qui abritent des millions de gens. Et donc, ce qui choque, c'est la densité de population dans un tout petit périmètre, puisque les autorités israéliennes ont rétréci progressivement le périmètre dans lequel les Gazaouis pouvaient être sans risquer d'être targetés par leurs missiles. Et donc on voit des millions de personnes, 2 millions de personnes, dans un tout petit espace, essayer de survivre. Et ça, c'est très impressionnant. Ouais. Et là-dedans, vous disiez, Israël fait tout pour que la population meure à petit feu, ouais. C'est-à-dire ? Alors, tout est fait pour que les droits, les produits de base, les besoins de base des Gazaouis, tout est fait pour qu'il soit impossible d'y répondre. Donc, l'eau est très difficile. On a un accès très peu à l'eau. Là, moi, j'y étais en juillet dernier, il fait
38 degrés, 39 degrés, il n'y a pas 1 litre d'eau par jour par personne. Donc on ne peut pas se laver tous les jours. Bon, je ne sais pas si on se rend compte, mais il faut l'avoir expérimenté pour savoir que pas se laver pendant 3-4 jours quand il fait 38, c'est une sensation horrible. Ne pas boire quand il fait 38, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est juste horrible. Donc il y a un accès très limité à l'aide internationale. Il y a très peu de camions qui rentrent. Donc la bande de Gaza, pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment un bout de territoire qui est une enclave à l'intérieur du territoire d'Israël où Israël maîtrise toutes les frontières. Donc si les Israéliens ne veulent pas, c'est ce qui se passe depuis mars. À l'heure où je vous parle, on est en juin, il n'y a que 50 camions qui rentrent par jour, mais depuis mars, il y avait 0 camion qui rentrait par jour. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc tout est fait, que ce soit l'entrave de l'aide humanitaire, la destruction systématique des infrastructures, des hôpitaux, des écoles. Tout est fait pour que les Gazaouis se retrouvent sans aucune possibilité de répondre à leurs besoins de base. Pas boire, pas manger, pas d'instruction, pas de perspective. La situation est juste horrible. Et on suppose que la population, celle qui en souffre le plus au niveau mental aussi. Ouais, c'est pour ça que nous, on a mis en place un programme de soutien psychologique dans les camps, pas suffisamment. Aussi parce que, effectivement, on dit que 100% des enfants auront des séquelles mentales dans les années à venir. Et donc, si on réfléchit un peu plus long terme en se disant que ce conflit aura un jour, prendra un jour fin, qu'est-ce qui va se passer de ces enfants gazaouis? Comment les empêcher de prendre les armes pour continuer ce cercle de violence, d'auto-justice? Si on ne fait rien sur le plan psychologique, si on ne fait rien pour aider les individus, les Gazaouis, à passer cette période, on est sûr que les grains d'un prochain cercle de violence sont semés. Est-ce qu'il y a des scènes qui vous restent en tête, des scènes précises, des moments de vie auxquels vous avez pu assister, ou même je dis des moments de vie, mais des moments de désespoir? En juillet, je visite un camp dans lequel on a des activités d'éducation. Donc on a une tente avec des profs qui travaillent dedans et on permet aux élèves, aux enfants d'avoir un peu accès à l'école. Et là, il y a une maman qui me fait rentrer, qui me montre sa fille qui a une maladie de la peau qui fait qu'elle a la peau qui fond. Elle a l'impression qu'elle a la peau qui fond. Elle me dit, ma fille, elle va mourir dans 2 semaines si je ne lui trouve pas des médicaments. Et or, les Israéliens ne veulent pas que ces médicaments rentrent. Voilà, ça c'est... Moi, je suis papa, j'ai 3 enfants. J'imagine pas l'abysse du désespoir de la maman qui voit sa fille qui va probablement nous quitter par manque, par la volonté d'autres. Et puis, pour un moment plus heureux, c'est de me retourner de ça et puis de voir finalement dans ce camp les activités d'éducation qu'on fait, des enfants qui jouent, des enfants qui peignent, de la musique pour occuper ces enfants et faire en sorte que sous le bruit des bombes, ce qui est vraiment le cas, parce qu'on entend les bombes, on entend les drones qui passent leur journée au-dessus de la bande de Gaza, des drones israéliens pour identifier, vérifier, surveiller, donc d'entendre cette musique que nos animateurs y mettent pour couvrir ce bruit des drones et permettre au bruit de la guerre de disparaître. Ouais. Et quelles sont les conditions de travail pour une ONG là-bas? Vous nous avez dit que vous aviez été viré, on peut le dire, du territoire. Oui. Pour une ONG, ça doit être aussi très dur de pouvoir agir. C'est très difficile parce qu'on n'a pas d'accès. Donc ça, c'est quand même difficile quand on ne peut pas accéder. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à d'autres conflits, prenons le cas de l'Ukraine ou aujourd'hui du Soudan, les populations qui sont en difficulté peuvent partir. Ce qui n'est pas le cas de Gaza. Les populations ne peuvent pas partir. C'est aussi le cas des humanitaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer librement. On nous autorise, quand on est sage, à rentrer. Et on est à la merci des Israéliens pour en sortir. Donc il se passe quelque chose, on ne peut pas sortir. Il n'y a pas la France qui peut arriver avec un porte-avions ou un avion en disant non, mais je vais récupérer mes gars. C'est pas possible. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Et donc, opérer dans un environnement aussi dégradé, c'est très dangereux pour nos équipes nationales évidemment, puisque nos staffs nationaux, en fait, ils bougent dans la bande de Gaza et on a beau avoir des supernovas partout sur les voitures et dire aux Israéliens où on va, en fait, ils sont évidemment très exposés. Et puis pour nos staffs internationaux qu'on envoie aussi, c'est aussi très dangereux, y compris quand moi j'y vais. Plein de formes de dangerosité. Il y a évidemment, pareil que tout le monde, manque de nourriture, d'eau, l'hygiène, il y a les bombes qui peuvent venir. Et puis, il y a un degré de violence, en tout cas de tension dans la bande de Gaza qui est très important. Il n'y a pas de police qui assure la sécurité, puisque l'appareil sécuritaire, c'est-à-dire l'État qui gérait, c'était le Hamas qui gérait la bande de Gaza, qui administrait la bande de Gaza. Voilà, ils sont dans une dynamique de guerre.
Et donc, du coup, ils n'opèrent plus la police du quotidien. Et donc, il y a un niveau de tension entre familles très important qui souvent se résout à coups de Kalachnikov. Et donc, très souvent, moi, je me suis retrouvé bloqué dans ma voiture ou dans des bâtiments parce qu'il y avait des scènes de shoot entre familles pour régler des différends. Voilà, donc, c'est pas simple. Ouais. Et vous êtes directeur, donc vous avez aussi sous votre charge des équipes. On a parlé de soutien psychologique pour justement les enfants gazaouis. Est-ce qu'il y a des choses aussi faites pour ceux qui... Oui, il y a un plan de soutien psychologique pour toutes nos équipes. Ouais. Toutes les équipes qui travaillent sur le terrain, même nos équipes support qui sont moins en contact avec le terrain. Il y a un programme, il y a 2 psychologues, un francophone, un arabophone, puisque c'est les 2 grandes langues qui sont parlées chez Supernova en plus de l'anglais, qui est disponible. Et donc, nos staffs ont accès à plusieurs consultations par an, à leur discrétion. Et vous nous avez décrit quand même des scènes assez terribles. Comment on fait pour reprendre une vie personnelle une fois qu'on est sorti de Gaza, qu'on se dit « moi j'ai la chance d'en partir, il y a des familles, des enfants qui vont mourir là-bas ». Comment on fait ? Et c'est pas simple. Il faut savoir se protéger. Il faut savoir que notre vie elle est aussi ailleurs et que notre vie elle permet à d'autres d'avoir une vie meilleure. Ça permet de aussi pas s'effondrer dans le désespoir. C'est-à-dire que si moi je baisse les bras, c'est 1000 enfants par jour qui n'ont plus accès à l'éducation. C'est 1000 personnes qui n'auront plus accès à du soutien psychologique. Alors évidemment, je parlais de 2 millions de personnes. Et moi, là, 1000 et 1000, c'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan des gens. Mais d'un autre côté, c'est pas par ego, mais c'est de se dire que si moi, je fais pas bien mon travail et que j'arrête, c'est ces personnes-là qui sont pas aidées. Alors qu'en fait, ces personnes, elles ont une vie moins heureuse que la mienne à des années-lumière. Et donc, mon job dans tous les sens du terme, c'est-à-dire mon job du quotidien, mais aussi je pense ma responsabilité dans la vie, c'est de faire en sorte de donner à ces gens de quoi vivre moins mal. Ouais, on parlait d'impuissance tout à l'heure, même face à ces massacres, il n'y a jamais de doute, on suppose, vous êtes humain, il y a quand même des moments où on se dit, est-ce que ce que je fais là, ça sert vraiment ? J'ai quitté les grosses institutions parce qu'à un moment donné, je doutais de l'impact de ce que je faisais. Voilà, quand on travaille, par exemple, avec des institutions de pays en faillite, et qu'on fait des travaux avec des missions avec des fonctionnaires de ces pays-là, où on va mettre en place des programmes de formation pour des fonctionnaires. Ce que je faisais de mon temps chez Expertise France, des fois je me posais la question de est-ce que c'est vraiment utile dans le long terme ? Voilà. Donc j'ai quitté ces institutions pour ça, pour aller travailler au niveau individuel et humain, en me disant que si je travaille au niveau de l'individu, si je vais faire ce soutien psychologique, si je fais ces activités récréationnelles, j'aide directement les gens. Et donc je perds pas foi dans le fait d'aider directement les gens. Ouais. Autre chose, on entend beaucoup de voix critiquer vos financeurs, l'Union européenne ou le ministère des Affaires étrangères, la France, en se disant on pourrait faire plus, on pourrait donner plus d'argent, on pourrait mobiliser plus de moyens pour encore accroître l'aide qu'on donne à Gaza. Est-ce que, je ne vais pas vous demander de critiquer ceux qui vous financent, parce que je sais que vous ne pouvez peut-être pas, mais est-ce que des fois il y a un peu de colère par rapport aux moyens qu'on met en place pour venir en aide à ces gens-là ? Non. C'est pas que je veux pas cracher dans la soupe, mais je dis que la solidarité en Europe est déjà très active et c'est à nous, Supernova, d'être meilleurs pour aller capter plus de financement, proposer des projets qui font plus de sens pour pouvoir être plus utiles. Il pourrait y avoir beaucoup plus qui est fait. Il y a déjà la solidarité en Europe et en France, c'est un gros volume d'argent, beaucoup plus que d'autres pays. Et j'en voudrais plutôt aux autres pays qui ne donnent pas, par exemple les pays du Golfe, les Saoudiens, les Qatariens, les Émiratis, qui sont immensément riches et qui pourraient donner beaucoup plus pour Gaza, par exemple. Puis sur d'autres géographies, il y a plein d'autres États qui pourraient donner. Ouais, on parlait de colère. Vous, humanitaire sur le terrain, est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher d'être en colère aussi contre Israël, justement ? Oui, en colère contre les autorités israéliennes, oui, bien sûr. En colère contre cette politique du génocide qui est mise en place. Il faut que les otages soient rendus. On oublie souvent, nous, humanitaires, de le dire. Hein. Il y a quand même 35 otages qui sont présumés encore vivants dans la bande de Gaza. 25 plus 10 morts, pardon. Il faut qu'ils soient rendus. D'accord ? Il faut que le Hamas rende ces otages. Il ne faut pas utiliser les personnes comme des boucliers humains. C'est interdit par le droit pénal international et le droit international humanitaire. Mais c'est pas tous les Israéliens. Il y a une vague, une lame de fond plutôt progressiste en Israël qui veut arrêter ce massacre fait autour des Gazaouis. Et oui, je suis en colère contre les autorités israéliennes, oui, contre Netanyahou, son gouvernement, c'est donc les colons qui viennent grignoter le territoire de l'autre, des Palestiniens. Oui, je suis vraiment en colère et c'est pour ça que je le dis. Il faut que ça stoppe. C'est pas possible de tuer des gens par milliers par semaine dans toute impunité. Oui, parce que vous parliez des colons, vous êtes allé aussi en Cisjordanie. On a là aussi un système de captation des terres palestiniennes qui est mis en place. Oui, tout à fait. Tout est organisé.
Tout est organisé par l'État d'Israël pour faire en sorte de s'accaparer le plus de terres possible et pour pouvoir concentrer la population palestinienne dans un seul et même territoire. Donc là, pour les gens qui nous écoutent, il y a la bande de Gaza qui est en bas à gauche d'Israël, et puis au milieu à droite, il y a la Cisjordanie. Et la Cisjordanie, c'est quand même 5 millions de personnes. Là, c'est 2 millions de personnes. Et tout est fait pour grappiller leurs terres. Jusqu'où ça ira? Ça, c'est une vraie question. Et c'est aux États européens et de la communauté internationale de pousser pour une réponse. Ouais, aujourd'hui, avec votre expérience, vos expériences compliquées, on peut se demander qu'est-ce qui continue de vous animer? L'envie de toujours impacter positivement les gens, c'est-à-dire d'aider les gens dans ces zones-là. Quand on va à Mayotte et qu'on fait du soutien à nos concitoyens à Mayotte, qu'on a un hôpital de campagne et qu'on soigne 3000 personnes, en plus de la réponse de l'État français, on est fiers de faire ça. On est fiers d'aider les gens qui traversent une période difficile de leur vie. Alors là, Gaza, on s'est longuement appesanti sur Gaza parce que la situation est horrible. Mais quand on va dans le sud de la Libye, où on est dans le désert, et quand on est une femme dans le sud de la Libye, on n'a pas beaucoup d'opportunités d'avenir. Structurellement, socialement, tout est fait pour que les femmes restent à la maison. Et donc, quand on met en place des projets pour permettre à ces femmes de lancer un business dans le sud de la Libye, on se dit qu'on a en fait été utile à une femme. Elle a pu lancer un business, elle a pu gagner de l'argent, elle va vers son autonomisation économique, donc faire ses propres choix. Alors, très souvent soutenue par sa famille, parfois pas. Et on a amélioré sa vie. Et donc, ce qui m'anime et ce qui nous anime, malgré les contextes, c'est de pouvoir aider l'individu dans un moment vulnérable de sa vie. Ouais, dans un monde parfait, on n'aurait plus besoin de Supernova en fait. J'espère, ouais. J'espère que mes enfants n'auront pas de travail chez moi, mais j'ai bien peur que ce soit pas le cas. Ouais, on va dire aussi, on peut se dire vouloir sauver tout le monde, c'est être un peu dans un monde utopique. J'ai longtemps pensé, sûrement par ego et par naïveté quand j'étais jeune, et notamment quand j'étais sur ces bancs là de la fac, que j'allais pouvoir avoir un destin de changer des milliers de vies et de changer les choses. Et en fait, j'aime bien cette histoire du colibri et cette histoire du feu et du colibri. Il y a un feu dans une île et tous les oiseaux quittent cette île. Et puis, il y a un colibri qui fait le chemin inverse et qui, dans son bec, a un peu d'eau et puis qui va éteindre le feu. Et puis, il y a un oiseau qui lui dit « Mais t'es con ou quoi il y a un énorme feu, puis toi, avec ton eau, tu vas faire quoi ?» Puis le colibri répond moi tout seul, je vais pas faire grand-chose, mais si tu viens avec moi, on en aura 2 fois plus d'eau. Puis si tout le monde vient avec nous, on éteindra ce feu. Et en fait, j'aime bien cette image qui est un peu cheesy, comme on dit en anglais, mais qui veut dire que si moi je fais un petit peu, et que les gens donnent à Supernova, donnent aux autres, et que les autres font, en fait, on rend le monde un peu meilleur, et on donne plus la chance aux gens de rendre ce monde meilleur. Et voilà, c'est ça qui m'anime. La suite pour Supernova, comment vous la voyez? Est-ce qu'il y a différents axes de développement que vous aimeriez, mettre un focus dessus? On a compris, essayer de diversifier vos activités, les faire moins précises, moins de niche. Voilà, exactement. Alors, on essaie de développer, de moins dépendre des gouvernements pour pouvoir avoir nos financements. Donc, on essaie de développer une base de mécènes, donc des individus qui veulent nous donner une fois ou de façon régulière. Donc ça, c'est une vraie stratégie. Et puis, on a une stratégie de diversification de ce qu'on fait. Donc, on fait de la santé. Là, on fait beaucoup d'entrepreneuriat, d'empouvoirment économique, pour utiliser un terme québécois que j'aime bien, en rendant hommage au Québec. Et puis, on aimerait bien travailler sur les droits humains, les défenseurs des droits humains, les activistes, les journalistes dans les pays en conflit, pour leur donner les moyens d'expliquer ce qui se passe et d'expliquer de façon honnête et intellectuellement honnête ce qui se passe dans ces pays. Voilà. Ouais. Et quand on prend votre cas personnel, vous êtes fier quand même un peu du chemin parcouru depuis ces bancs ou même depuis l'enfance? Ouais, alors je suis heureux de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Fier, je sais pas, mais en tout cas, je suis heureux de faire ce que je fais dans la vie, de montrer à mes enfants qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie et qu'on a la chance en France de pouvoir, à force de travail, faire ce qu'on veut dans la vie, quel que soit ce qu'on veut faire. Et puis, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc, je mesure plutôt le chemin qui reste à parcourir plutôt que le chemin qui est parcouru. Voilà, jusqu'à présent, là, ça fait 4 ans qu'on existe. On a aidé à peu près 30 000 personnes. C'est bien. Mais on est 6 milliards sur la planète, ou bientôt 9 milliards sur la planète, pardon. Donc, il y a encore pas mal de gens qui pourraient bénéficier de nos soutiens. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous pourriez dire, pour conclure, au jeune Alexandre, vous l'avez dit, qui rêvait un peu de changer le monde? Continue de travailler, lis et intéresse-toi aux autres. Alors j'ai eu la chance d'avoir plutôt une fibre humaine, mais si je devais le dire aux jeunes qu'on était avant, c'est-à-dire de continuer à s'intéresser aux autres et à continuer à donner, à s'intéresser à l'humain, parce qu'au final, c'est ce qui est le plus important dans notre vie, c'est le rapport qu'on tisse aux autres, c'est ce qu'on va pouvoir faire pour que les autres se sentent bien dans la vie.
Alexandre Stillan, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette interview. Merci pour ce long moment passé à nos côtés, pour vos réponses riches et fournies. On vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite, tant personnel que professionnel. On espère aussi que vos actions auront toujours plus d'impact sur des zones de guerre où, on le rappelle, des civils, des innocents, des femmes et des enfants souffrent et meurent tous les jours. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous et merci aux équipes.